Alors, j'appelle Arnaud Fontanet, qui est directeur de l'unité épidémiologique des maladies émergentes de l'Institut Pasteur, Yazdan Pana, qui est directeur de l'Institut thématique de l'INSERM, immunologie, infectiologie. Oui, voilà. Martin Stenopen, qui est directeur adjoint du département système biologique du CIRAD. Muriel Vessier-Tossa, qui est chef du département santé animale à l'INRAE. Et Benoît Vallée, qui est directeur général de l'ANSES. Venez vous asseoir. Est-ce qu'on a suffisamment de sièges? 1, 2, 3, 4. Ah bah oui, alors non. Bon, là. Qui ça? J'ai pas entendu. Tu peux mettre le dernier si tu veux. C'est vrai? Ça va? Non, il y a encore de la place là. Mais non, c'est pas ça, c'est que c'est moins confortable. Oh, c'est pas grave. Je sais pas. C'est comme vous voulez. Non, ça va. Vous voulez lire? Non. C'est bon. Laissez-moi la chaise, vous prenez vous. Non, mais franchement, ça va. A priori, vous n'êtes pas Et diminué en en plus, taille. c'est bon. Donc Voilà, ça, comme ça, j'aime bien. Je dois reconnaître que pour cette table ronde, et je vous prie de m'en excuser, la parité n'est pas respectée. Alors, je crois, Yasfan, que vous avez des contraintes d'horaire. Je vous passe la parole tout de suite en tant que représentant de l'INSERM. Vraiment, encore une fois, merci d'être là, parce que là, je crois... vraiment, merci d'être là, parce que je crois qu'on a vraiment, ici, autour de la table, toutes les forces de recherche françaises qui sont intéressées par le concept de One Health. Et donc... comment l'INSERM contribue justement à ce développement et à cette force qu'on doit mettre en place pour affronter les enjeux de demain. Ouais. Mais merci beaucoup et merci pour votre invitation. Alors, je voulais commencer par dire qu'actuellement, à la NRS et à l'INSERM, on suit 4 épidémies de manière très rapprochée. Il y a le Marburg, en Tanzanie, que vous avez entendu parler depuis une semaine. Bon, le H5N1 et l'influenza aviaire qui a été beaucoup évoqué au cours de la table ronde précédente. Le Mpox, que vous avez beaucoup entendu parler depuis maintenant 2 ans et demi. Et l'Europush, en Amazonie, que vous avez moins entendu parler, qui est une arbovirose. Et que les 4, le réservoir, c'est l'animal et l'environnement. Juste pour vous donner une idée de l'importance, bien sûr, d'une seule santé, et on a beaucoup entendu ce matin, recherche en silo versus continuum de recherche, et je pense que, d'ailleurs, là, avec tous mes collègues, on se connaît tous bien, c'était peut-être pas le cas il y a 4 ans, encore qu'avec Muriel, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, mais c'est vraiment important. Là, vous avez 2 organisations, plutôt l'environnement et l'animal, et 2 organisations avec Arnaud, plus humain. Mais je pense que c'est aussi important, les articulations et le continuum. Je vais donner, parmi les 4, 2 exemples. Le Marburg en Tanzanie, vous avez entendu parler. Réunion de l'OMS. Alors ça, c'est la semaine dernière, l'alerte. Réunion de l'OMS, là, mardi soir, 10 priorités. Ils vont sortir demain, donc il ne faut pas en parler. Mais je vous dis, première priorité, réservoir animal. Le marmour est transmis par les chauves-souris, des roussettes, alors vous connaissez mieux que moi, égyptiens, une espèce de chauve-souris en Afrique. L'idée, c'est voir, surveiller, séquencer ces chauves-souris, voir quand il y a passage, et le passage, c'est surtout chez les mineurs qui travaillent dans les grottes et les caves, et chez les touristes qui vont visiter les grottes.
c'est quoi les facteurs de risque? Première. Deuxième, où on est très impliqué, notamment avec Benoît et avec Muriel, on travaille depuis des mois sur le H5N1. Pour l'instant, c'est animal. Il y a des cas humains aux États-Unis, vous avez entendu parler, 70 cas. Il y a des cas au Cambodge, ne pas oublier, pas la même souche. L'importance de surveillance génomique, on a mis en place un outil commun qui s'appelle Emergen, financé par France 2030, coordonné par Santé publique France, l'ANSES et la NRS INSERM. Projet de recherche sur passage de barrières, je ne vais pas en parler parce que je suis sûr que Muriel va parler, Zoflou, spillover, coordonné par l'INRAE. Donc vous voyez, je pense que le silotage, c'est en train de s'effondrer. C'est important. C'est indispensable. Les silotages, j'ai entendu aussi les chapelles, les silotages, etc. Troisièmement, parce qu'on m'a dit de parler 5 minutes, donc il ne faut pas que je parle plus que 5 minutes. Troisièmement, la seule chose que je dirais, c'est que, je suis désolé, mais Insol Santé est devenue tarte à la crème maintenant. Hein. Tout le monde parle d'Insol Santé parce que c'est bien de parler d'Insol Santé. Maintenant, c'est politiquement correct, il y a des financements. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Et, alors, je ne vois pas Thierry Lefrançois ici, parce que c'est vous qui représentez le CIRAD, mais il y avait Arnaud aussi qui était impliqué. Au moment de conseil scientifique, on a fait un papier dans l'Ancet pour dire c'est quoi. Mais c'était surtout, alors il y a Christophe Jacquinel là, mais il y avait Bruno Lina qui était aussi très impliqué. Et en fait, dans ce papier, c'est surtout Thierry qui était un peu le lead, mais on a fait exprès santé animale, santé humaine. Et dans les histoires d'émergence que moi je connais pas le reste, hein, l'idée c'était qu'il faut cibler. Et pour cibler, il y a des pathogènes à cibler et il y a des hotspots au niveau des endroits où il y a l'émergence qu'il faut cibler. Donc je pense qu'il faut faire très attention parce que sinon on va mettre tout le concept en danger. Il faut faire très attention qu'on ne parle pas de ça comme une généralité, qu'on soit ciblé, qu'on soit concret pour essayer de bien traiter. Merci beaucoup. Merci Yaspan. C'était puissant mais concis. Mais on m'a dit 5 minutes, alors vous m'avez dit 5 minutes. Je fais 5 minutes. Non mais c'est très bien parce que... Je peux parler plus. C'est très bien parce que ça va nous permettre de prendre ensuite des questions. Et je pense que tout le monde a envie de poser des questions à tout le monde. Arnaud Fontanet, vous représentez l'Institut Pasteur. Et j'aimerais bien savoir justement comment vous vous intégrez dans cette grande chaîne de la recherche et comment l'Institut Pasteur en lui-même développe ses projets avec ou sans coopération avec d'autres instituts de recherche. Oui, alors merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Donc je viens à la place de Yasmine Belkaïd. Je suis désolé pour vous parce que Yasmine Belkaïd, évidemment, c'était une autre affiche, mais il se trouve que j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet des maladies infectieuses émergentes. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé à l'Institut Pasteur, c'est le démarrage de l'épidémie de SRAS en Chine, et j'ai coordonné un des projets européano-chinois à la recherche des réservoirs animaux. Donc mes premiers travaux, c'était la course après les chauves-souris, les rhinolophes, et puis après les élevages de civettes dans des fermes du sud-est de la Chine, fermes qui allaient alimenter après les marchés. Vous vous rappelez l'histoire de la naissance du SRAS. Donc le concept de One Health, finalement, il est venu très naturellement pour nous, et c'est aujourd'hui qu'il se formalise, mais c'était quand même notre quotidien de chercheurs sur les maladies infectieuses émergentes, parce que comme l'a dit Yazdan, la plupart des zoonoses, de ces grandes émergences, ont un réservoir animal, et après, c'est une histoire de franchissement de barrières d'espèces et d'adaptation à la transmission interhumaine. Alors, pour ce qui est du rôle de l'Institut Pasteur, il intervient à deux niveaux. On a déjà un rôle dans la surveillance à l'échelle nationale, puisque nous abritons 15 des peut-être 45 centres nationaux de référence des maladies infectieuses, et que parmi ces centres-là, plusieurs font de la surveillance sur des maladies dont l'origine est animale. Donc je citerai très vite la rage, il y a la listériose qu'on peut inclure, les salmonelles, l'hantavirus et les fièvres hémorragiques. Il y a
Les virus respiratoires, parce que certes, il y a la transmission interhumaine de la grippe saisonnière, mais il y a aussi des émergences de virus aviaires ou de bêta-coronavirus qui nous concernent. Et donc, on intervient, comme le disait Yazdan, plus sur le volet humain. Maintenant, on réalise de plus en plus l'importance, notamment dans la préparation, d'une collaboration forte avec les laboratoires de référence qui, eux, surveillent la santé animale. Et là, je me tourne vers Benoît, qui complétera, puisque l'ANSES abrite un nombre très important de ces laboratoires de surveillance de santé animale. Et si vous allez à Ploufragan, vous trouverez les salmonelles, les dystéria, la grippe aviaire, et que pour nous, il est très naturel de travailler à cette communication et cette interface. Elle n'est pas simple. Hein. Je rejoins Yazdan sur le fait qu'on est tous convaincus de l'importance de travailler ensemble, mais c'est vrai que c'est des cultures de surveillance et des cultures de recherche qui ne sont pas les mêmes. Mais on est clairement en train de créer ces ponts. Et il y a d'ailleurs un accord de partenariat qui a été signé l'année dernière par Benoît avec Yasmine Belkaïd, parce qu'on est tout à fait conscient de l'importance. Un exemple très concret, on travaille aujourd'hui à l'Institut Pasteur à des développements de tests diagnostiques pour H5N1, la grippe aviaire, qui nous inquiète. Et ces tests pourraient être utilisés aussi bien sur l'animal, des produits animaux, hein, on pense au lait évidemment, et puis chez l'homme. Il y a bien un moment où il va falloir qu'on se tourne vers Benoît pour lui dire comment est-ce qu'on peut travailler avec vos équipes, parce qu'il va falloir valider ces tests sur des échantillons qui proviennent d'animaux ou de personnes qui travaillent au contact des animaux, et que cette connexion, elle peut se faire avec, bien sûr, l'aide de Santé publique France, hein, qui est l'organisme qui chapeaute un peu les centres nationaux de référence, mais aussi beaucoup avec ceux qui travaillent en santé animale. Et ça, c'est des interactions qui sont très importantes. Je terminerai avec un point sur la recherche, un peu le point par lequel j'ai commencé. Il est très important pour nous aussi de travailler en anticipation et en veille des futures émergences. On a la chance, avec l'Institut Pasteur, de travailler au sein d'un réseau de 33 instituts, appelé le Pasteur Network, sur 25 pays. 13 de ces instituts sont dans des zones qu'on appelle des hotspots d'émergence, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Afrique ou en Amérique latine. Et on a des programmes de recherche qui visent justement à identifier les réservoirs et mieux caractériser les réservoirs de ces virus émergents. Donc Yazdan est bien au courant du travail qu'on fait sur Mpox. Hein. On a travaillé pendant 5 ans en République centrafricaine avec nos collègues de l'Institut Pasteur de Bangui sur Mpox, et maintenant on élargit nos activités à des pays voisins avec la montée en puissance du nouveau clade 1B. Et puis on travaillait, donc là on était au contact de petits écureuils, les Funisurius, qui sont les réservoirs probables avec les rats de Gambie de Mpox, et mieux comprendre les interactions avec ces animaux, y compris avec un angle sciences sociales, hein, puisqu'on a une anthropologue spécialisée dans les maladies infectieuses émergentes qui va essayer de comprendre les interactions qui existent entre les personnes, les populations locales et ces animaux, pour mieux pouvoir après expliquer les dangers et prévenir ces interactions. Et puis on a un travail important sur les chauves-souris. On a évoqué les roussettes avec Marburg ou Ebola. Il y a, je l'ai déjà mentionné, les rhinolophes qui sont à l'origine de l'émergence de bêta-coronavirus, hein, à 3 reprises depuis le début du XXIe siècle, avec SRAS, MERS et puis la Covid-19. On a un programme important. Il faut savoir que le virus le plus proche du SARS-CoV-2 a été identifié par les équipes de l'Institut Pasteur du Laos en collaboration avec l'Institut Pasteur de Paris dans des chauves-souris du sud du Laos. Hein, et ça, c'était un travail sur des collègues de chauves-souris de ces régions. Et on a un programme de suivi de colonies de chauves-souris dans le nord du Canada, acclimatées avec ces virus. Donc il y a des travaux là. Comment l'approche, comment vous pouvez changer l'approche Une Seule Santé au niveau des politiques publiques en particulier? Si j'avais la réponse, on ne serait peut-être pas là, du coup. Juste, déjà, pour vous parler de comment on développe ces approches, ou en tout cas, on essaie de les... Ah, pardon. C'est bon, ça fonctionne là? Ah oui, il faut le rapprocher, en effet. Donc, comment on les met en œuvre, on essaie de les mettre en œuvre à INRAE. Donc, INRAE, c'est un organisme de recherche qui s'occupe d'agriculture au sens large. Donc, à la fois, ça va de l'élevage et aux productions végétales. On a des spécialistes de l'alimentation également, donc très en lien avec la santé humaine. Et puis également, depuis la création d'INRAE en 2020, donc on s'occupe aussi de problématiques environnementales et en lien avec l'eau en particulier. Donc vous voyez qu'on est
en tout cas sur le papier, un organisme qui est tout à fait où on peut développer des approches One Health assez facilement sur le papier. Alors comment, c'est pas, enfin, on essaye que ça ne soit pas que sur le papier. Et en fait, une des grandes priorités d'INRAE 2030, donc qui est notre schéma stratégique d'INRAE pour les jusqu'en 2030, c'est une de ses priorités, c'est une seule santé justement, et c'est d'essayer de promouvoir des programmes de recherche transdisciplinaires sur des thématiques particulières qui sont vraiment ancrées avec l'agriculture. Donc, ça, on en a via ce qu'on appelle des métaprogrammes. Donc, on met en place des métaprogrammes sur des thématiques de gestion intégrée de la santé, des choses comme ça. Donc, on fait ça au niveau interne à INRAE. Par exemple, je vais donner juste un petit exemple. On a parlé de vaccination. On a beaucoup d'équipes qui travaillent sur essayer par exemple, immuniser les jeunes animaux ou des choses comme ça. Mais si on ne fait que ça et que si on ne travaille pas sur justement l'acceptabilité de ces vaccins, en santé humaine, on sait que il y a un certain nombre de personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner pour des raisons X ou Y. C'est pareil en santé animale. Alors, c'est pas les animaux qui veulent pas se faire vacciner, mais c'est les éleveurs qui ne veulent pas forcément vacciner leurs animaux. Donc, prendre en compte ces aspects de sciences sociales pour les aspects de vaccination, c'est extrêmement important. Donc, par exemple, ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons. Donc, évidemment, on ne travaille pas tout seul à INRAE, donc ça a été déjà dit, on collabore avec nos différents partenaires. Et là, il y a pas mal d'exemples qu'on pourrait citer. Donc, il y a le programme Présode qu'on a monté en lien avec donc, le CIRAD et puis l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Et ce programme Présode, qui est vraiment ciblé sur la prévention des zoonoses, il a été monté de manière tout à fait coordonnée avec un programme qui est piloté par la NRS et MIE, et pardon, Yazdan Pana, qui est le programme, un grand programme de maladies infectieuses émergentes. Et donc, on l'a monté vraiment en complémentarité, en collaboration, et c'est ainsi qu'on a pu cofinancer via ces deux programmes des projets, notamment sur la grippe aviaire et sur les problématiques de barrières d'espèces et de transmission de l'animal à l'homme. Donc voilà, il y a des projets également qu'on est en train de monter, un gros programme sur élevage durable et dans notre comité interinstitutionnel avec lesquels on construit ces programmes, eh bien, on a impliqué par exemple l'INSERM, l'ANSES et le CIRAD évidemment, mais on a ouvert aussi à nos collègues de santé humaine justement pour pouvoir vraiment travailler en lien et voilà. Et l'élevage ne concerne pas que les agriculteurs et que l'agriculture. Donc voilà un petit peu tous ces types de programmes qu'on peut mener. Et donc ce que je voulais dire, c'est que d'une part, ce que j'aurais dû dire au tout début de mon intervention, c'est que j'ai particulièrement apprécié la première table ronde. Et ça m'a fait du bien, en fait, de voir qu'il y avait des choses qui se passaient. Parce que parfois, on a l'impression que c'est très difficile. Hein, et donc, ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Et donc, à la fois, il faut de la recherche et des résultats qui vont pouvoir aider à mettre en place de la gestion locale, etc. Donc, il faut justement que il faut d'une part que les résultats de la recherche ils soient connus. Ils soient connus par le plus de monde possible. Et ça, il faut qu'on y travaille, nous, chercheurs, à rendre intelligible ce que l'on fait. Et ça, franchement, on n'est pas vraiment fort. Je vois que vous me regardez avec un petit sourire narquois, mais voilà. Mais on a conscience de ça, et il faut vraiment qu'on communique.
Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut, et pour communiquer, je pense qu'il ne faut pas faire que communiquer. Il faut qu'on co-construise ensemble sur les questions et qu'on ne travaille pas nous, chercheurs, enfin, voilà, on a parlé de silos, mais nous aussi, on a des silos, et qu'on ouvre nos chakras au terrain, en fait, et qu'on co-construise avec vous. C'est quoi vos besoins et comment on peut y répondre. Et ça, on le fait de plus en plus. Mais c'est long, c'est dur, c'est compliqué parce qu'on ne parle pas le même langage, parce qu'on ne se comprend pas. Donc ça prend beaucoup plus de temps que de faire de la recherche classique où chacun est dans son domaine et il va, et puis au final, parfois ça ne sert pas à grand-chose. Donc il vaut mieux prendre plus de temps, impliquer plus de partenaires, et ça, donc on le fait aussi via ce qu'on appelle les sciences participatives, où on ouvre à d'autres disciplines, au monde socio-économique, etc., et également des décideurs publics. Ce que je voulais également dire, c'est que, de mon point de vue, pour ces approches One Health, il y a eu vraiment un avant et un après Covid. Où avant le Covid, on faisait du One Health sans trop savoir ce que c'était, et puis en fait, on n'en faisait pas. Voilà. Au moment du Covid, en tout cas au début, on s'est vraiment aperçu qu'on n'en faisait pas, puisqu'il y a eu des exemples pour dire que, effectivement, on n'a pas fait appel aux vétérinaires, que pour faire des tests de diagnostic, on n'a pas en recherche aussi, nous on disait, nous on sait gérer, le monde vétérinaire sait gérer par exemple de la modélisation, on avait l'habitude de gérer des maladies de troupeaux sur la modélisation, etc. Là c'était un peu le Covid, c'était un peu comme une maladie de troupeau pour nous, et on nous a regardé un peu genre, mais de quoi il parle cela? Et ça a duré un peu. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a quand même duré un moment. Je me souviens, moi, j'étais dans le comité, ça s'appelait le CARE. C'était le comité, en fait, en gros, on donnait des avis à la ministre de la Recherche pour financer des projets. Et en fait, j'étais la seule dans ce comité. Il y avait, je ne sais pas, une petite dizaine de personnes, et j'étais la seule du monde de la santé animale. Et au début, chaque fois que j'ouvrais la bouche, on me regardait comme si j'étais franchement une extraterrestre. Et mais pas de quoi elle se mêle, mais presque, quoi. On s'en fiche, en fait. C'était un peu ça. C'était le problème, c'est l'homme, etc. Et voilà. Et juste une petite. Bon. Et après, ça a évolué à force de dire, mais non, mais regardez, ça a évolué. Et juste un petit exemple. C'est justement avec l'ANSES, au début du Covid, donc il y avait ce virus qui arrivait via le monde animal. On ne savait pas trop d'où, et on ne savait pas non plus quels étaient les effets sur nos animaux, sur les animaux domestiques, les réservoirs, mais aussi des personnes qui étaient malades. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas transmettre à des animaux, soit leurs animaux de compagnie, mais également les animaux d'élevage? Qu'est-ce que faisait le Covid chez les animaux d'élevage? On avait des données qui montraient qu'expérimentalement, il y avait certains animaux qui étaient infectés par le SARS-CoV-2. Donc voilà, donc on a essayé de monter un projet avec Gilles Salva de l'ANSES. On est allé voir le ministre de la Recherche qui nous a dit génial. Et en fait, ce projet, c'était quoi? C'était d'aller d'identifier les agriculteurs qui avaient eu le Covid et d'aller voir dans leurs élevages si les animaux avaient été infectés, s'ils étaient séropositifs, etc., etc. Donc il y a eu mais en fait, vous n'avez pas été au courant, mais parce que ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. On a eu de l'argent, on a eu beaucoup d'argent pour faire ce projet. On a le directeur actuel, à l'époque le directeur de la santé de l'époque avait même donné le feu vert pour qu'on puisse lancer cette étude. Et au final, ça ne s'est pas fait. Pour des problèmes réglementaires, administratifs, je ne sais quoi, on n'a jamais vraiment bien compris. Il y a des travaux, mais pas ceux-là. Le furet et le Covid, ça a été fait, mais là, l'idée, c'était vraiment d'aller dans les élevages, mais voilà. Mais pour des raisons vraiment administratives, vraiment des choses qui... Et pourtant, on était tous de bonne volonté, on était tous, et ça s'est pas fait. Donc ça, c'était vraiment
Voilà. Et depuis, donc, il y a eu cette prise de conscience de il faut vraiment travailler en interconnexion, donc ça, c'était vraiment enfin, j'ai beaucoup aimé cette première table ronde parce que ça a bien montré l'intérêt de faire ça. Parce que parfois, c'est difficile de dire aux gens, il faut faire du One Health, il faut utiliser ces approches One Health. Mais en gros, comme c'est très difficile, comme c'est complexe, comme ça prend du temps, comme ça prend de l'énergie, on se dit, mais au final, pourquoi ? Et donc d'avoir tous ces exemples, moi je trouve que c'est vraiment c'est ça qui parle et ça montre que voilà, on est vraiment vraiment, enfin, c'est vraiment gagnant-gagnant d'utiliser ces approches-là. Et puis donc pour finir, juste un petit point sur, et je reviens à ce qu'on fait à INRAE, c'est qu'on a ces approches de territoire de santé justement, qui sont vraiment des approches qui utilisent ces approches One Health, ou c'est des questions de recherche qui utilisent ces approches One Health et qui sont illustrées par tout ce qu'on a vu en fait en début de matinée, où on voit bien que dans les territoires, c'est là où ces approches peuvent être vraiment utilement et alors, c'est pas facile, mais ça a l'air en tout cas plus facile que si on les prend au niveau national. Au niveau national, c'est franchement la galère. Et au niveau international, Madame Souberan est partie, mais j'imagine même pas. Mais au niveau local, on peut faire des choses. Et c'est là qu'il faut agir. Et en plus, c'est tout à fait pertinent, parce que ce qui se passe au niveau local, par exemple, on l'a vu avec la grippe aviaire, ce qui se passe sur la grippe aviaire dans la région du sud-ouest, ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer ailleurs. Et donc, il faut avoir les bons acteurs locaux, les bons interlocuteurs, les chercheurs qui répondent aussi aux questions qu'on se pose. Et voilà, donc là aussi, on développe pas mal de choses sur ce nouveau concept. Je ne sais pas s'il est très nouveau, mais en tout cas que nous, on appelle territoire de santé. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je voulais dire un autre truc, mais je prenais le temps de Yazdan. Pour une fois que Yazdan me laisse parler. Alors, est-ce que je peux dire, monsieur, juste je peux dire un truc. Premièrement, je faisais partie de ce truc-là CARE avec Muriel. Deuxièmement, je voulais justement dire que moi, je l'ai toujours écouté, c'est pas vrai. Et troisièmement, dire que le concept de surveillance dans les eaux usées, dans ce truc-là, a été lancé par Muriel. Et on sait ce que c'est devenu les eaux usées. Donc, moi, je suis pas méchant avec elle, je suis gentil. Ouais. C'était une boutade, hein. J'espère que tout le monde l'a compris. On se côtoie, il n'y a pas une semaine où je ne l'ai pas au téléphone ou en visio. Et voilà, donc on travaille beaucoup ensemble. Merci beaucoup Muriel pour votre intervention. Je passe tout de suite la parole à Benoît Vallée, qui est directeur général de l'ANSES. Sur cette volonté d'intégration justement des structures de recherche, comment l'ANSES se positionne pour faire en sorte qu'on puisse obtenir une sorte de réacteur nucléaire de la recherche. Parce que je m'aperçois que la France est très très impliquée dans le concept de One Health au niveau international. Il faut que tout ça booste, quoi. Il faut qu'on arrive à développer quelque chose qui soit encore plus fort. Tout à fait. Merci beaucoup Olivier, merci à Neil et à l'Académie de l'Agriculture de nous accueillir. Merci beaucoup. Le message délivré par l'agriculture est... Ouais. Le message délivré par l'agriculture est évidemment très très important aujourd'hui. Et effectivement, vous voyez, je suis entouré par des poids lourds de la recherche qui tous ont cité l'ANSES, donc ça veut dire qu'on travaille effectivement ensemble. Et plutôt que de parler de désintégration, puisque les centrales nucléaires, c'est quand même ça qu'elles font, on va parler d'intégration. Et je pense que l'agence ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, a une vertu d'intégration, une seule santé. C'est une agence, une seule santé, puisqu'elle s'occupe effectivement de toutes les santé, la santé humaine au travers de la sécurité des aliments, de la santé du travail, et aussi toutes les expertises qu'elle rend pour ce qu'il en est des multi-expositions. On a beaucoup parlé aujourd'hui de virus et de bactéries, mais sachez aussi que les risques chimiques sont autour de nous et ils sont majeurs, et que par ailleurs les expositions chimiques transforment l'immunité et donc rendent nos différents santé, qu'elles soient humaines, animales ou végétales, encore plus sensibles à des pathogènes, puisque en réalité il en va des végétaux comme des humains et des animaux. Les pathogènes sont là, les immunités sont transformées,
et la transformation des immunités rend ces espèces sensibles, fragiles, et les détruisent. C'est pour ça que l'ANSES s'intéresse à toutes les santé et qu'elle a à la fois un registre d'expertise. En plus de ces 1400 agents, elle a 800 experts qui viennent rendre de l'expertise collective sur tous ces sujets. Elle est également un acteur de recherche. 750 de ces agents, qui sont 1400, sont des chercheurs ou des personnels de recherche sur 9 laboratoires français qui comprennent l'Hexagone et l'Outre-mer. Ce point de l'Outre-mer est très important, en particulier pour les travaux qu'on fait avec le CIRAD. Et puis, c'est aussi une agence de régulation. N'oublions pas que l'ANSES autorise ou interdit les pesticides. C'est plutôt ça qui la met à la une de l'actualité aujourd'hui. Elle autorise aussi les produits vétérinaires. Et de fait, c'est de ce point de vue-là aussi une maîtrise des risques. Et nous revendiquons ce rôle de l'ANSES de façon très, très forte aujourd'hui. Si on prend l'exemple de l'influenza aviaire hautement pathogène, l'ANSES a rendu dans ces 3 domaines des avis, donc en particulier par exemple sur la biosécurité, mais aussi elle a fait de la recherche. C'est elle qui a regardé l'efficacité des vaccins qui étaient proposés par les industriels dans ces laboratoires de Bretagne, et elle a fait des autorisations temporaires d'utilisation, première mondiale et en tout cas première européenne, sur l'autorisation du vaccin anti-IAHP, qui, par ailleurs, vous le savez, était regardé de façon extrêmement négative par le monde agricole, parce qu'en réalité, cela voulait dire que les élevages étaient non indemnes du pathogène, et donc ce qui pose aussi des problèmes commerciaux. C'est pour ça d'ailleurs que l'Europe a été longue à réagir sur l'influenza hautement pathogène. Les résultats cette année montrent qu'effectivement, le nombre de foyers a été très modeste par rapport à l'année précédente. Il peut y avoir plusieurs éléments circonstanciés par rapport à ça, et l'ANSES rendra prochainement un avis sur les éléments croisés entre la vaccination, la biosurveillance et son acquisition, mais aussi la pathogénicité du H5N1 à la période à laquelle les vaccins ont été placés. Et ces éléments seront rendus notamment lors des assises du sanitaire qui vont être ouvertes par Madame Genevard le 30 janvier, et je vous remercie pour celles et ceux qui sont intéressés par le One Health de pouvoir être présents. Voilà, donc l'ANSES a un rôle d'intégrateur, c'est un hub au fond d'un certain nombre d'acteurs de recherche, tels que ceux qui ont été très présentés dans cette table ronde, et elle a une volonté forte d'accompagner ce mouvement dans un exercice qui est en train de se réaliser pour les grandes agences de programme nationales. Vous savez que la recherche aujourd'hui est pilotée par des agences de programme, ça a été voulu par la ministre de la Recherche, Mme Retailleau, et le président de la République. Ces agences de programme sont celles portées par l'INSERM, c'est santé, par l'INRAE, c'est AgriLife, et par le CNRS, c'est la biodiversité et le climat. Vous voyez que ces 3 thèmes sont très évidemment essentiels dans la question d'une seule santé. Et donc ces 3 agences de programme aujourd'hui proposent une interagence de programme, une seule santé, à laquelle l'ANSES est évidemment très attachée puisqu'elle est au cœur de ces problématiques. Et nous espérons qu'effectivement, tous ensemble, nous pourrons porter un programme de recherche ambitieux. 2 sujets majeurs par rapport à ça, dont on n'a pas parlé ou très peu jusqu'à présent. Le big data, car nous n'aurons aujourd'hui d'informations nouvelles sur les risques d'exposition. On a parlé beaucoup des pesticides, mais vous savez qu'on ne mesure pas l'usage des pesticides, si ce n'est au travers de données qui sont des données de vente. Mais nous ne mesurons pas l'usage des pesticides dans notre pays, alors que c'est rendu obligatoire, y compris le registre d'usage des pesticides, mais pour une durée qui est inférieure au temps nécessaire pour l'épidémiologie, seulement 5 ans. La FNSEA, c'est de quoi je parle. Seulement 5 ans et aucune utilisation informatique rendue nécessaire pour pouvoir construire une bancarisation des données au niveau national et permettre de faire de l'algorithme et de l'extraction de données pour savoir si oui ou non ces produits ont un impact sur la santé. Aujourd'hui, on a des modèles toxicologiques qui sont des modèles très souvent animaux. On a beaucoup de dossiers très sérieux qui sont posés avant la présentation des dossiers, mais nous n'avons pas de science ex post, en tout cas pas de niveau tel qu'on la trouve en santé humaine avec, par exemple, les données du SNIRAM, les données du SNDS en France qui permettent de regarder l'impact de la vaccination sur, par exemple, des effets indésirables à un niveau qui est le niveau national. Et donc nous avons besoin de la même chose pour les expositions. Je cite là les pesticides pour taquiner un peu notre ami de la FNSEA, mais il en est vrai de toutes les expositions. De ce point de vue-là, l'interagence de programme One Health, à mon avis, a un rôle clé à jouer sur l'accumulation des données et le croisement de ces données entre données de santé humaine, données de santé animale et exposition. L'ANSES va travailler très fortement avec le Green Data for Health pour faire une plateforme regard de toutes les données d'exposition et permettre effectivement de faciliter, c'est déjà très engagé par le Green Data for Health,
porté par le CGDD et le ministère de l'Environnement. Mais c'est vrai que nous allons renforcer, en collaborant avec eux et en accueillant au mieux les équipes et les appels à projets concernant les données environnementales et la santé, toute l'évolution de ces interactions entre données d'exposition et données de santé, qu'elles soient humaines ou animales. Il faut aussi regarder les expositions dans le monde animal. Deuxième grand thème porté par l'interagence de programme, c'est l'outre-mer. Voilà, nous parlons de Mayotte, nous sommes concernés par Mayotte. Mayotte, ça fait des années qu'on sait que c'est une bombe sanitaire. Le choléra est une menace majeure réitérée là-bas. Les questions de l'eau et de la qualité de l'eau à Mayotte, sans méconnaître les problèmes quantitatifs, sont des problèmes majeurs. Et pour autant, il n'y a pas en tant que tel de programme de recherche à ce point important qui soit développé. Je pense qu'il est indispensable aujourd'hui que la thématique des mondes ultramarins soit développée dans cette interagence de programme et que nous puissions nous concentrer sur ce qui est une menace par anticipation sur ces territoires. Le CIRAD connaît ça très très bien. À l'île de la Réunion, il collabore avec les équipes de l'ANSES sur ce qu'est aujourd'hui le dérèglement climatique sur des territoires avancés comme celui-là. La Réunion connaît tout en même temps, la surpopulation, l'augmentation des températures, l'attaque par des vecteurs nouveaux, qu'ils concernent la santé humaine ou la santé animale et la santé végétale. Et c'est aussi sur ces territoires-là qu'on cherche des alternatives nouvelles. Le développement du biocontrôle par rapport aux pesticides classiques, le développement de techniques alternatives vis-à-vis de l'utilisation de biocides vis-à-vis des vecteurs, etc., etc. Donc faisons des outre-mer des laboratoires d'anticipation et d'innovation. On peut citer aussi les Antilles, où malheureusement ils ont subi le chlordécone suite à 20 ans de dérogation d'usage des pesticides pour détruire le charançon des bananiers. Eh bien, tout ce qui s'est fait depuis des années en matière de recherche pour les impacts du chlordécone sur la santé animale, sur la santé végétale, sur la santé humaine, tous ces éléments-là sont aux avant-postes des problèmes que nous allons rencontrer dans l'Hexagone. Aujourd'hui, on parle perfluoroalkylé. Tout le monde connaît mieux l'acronyme, là, pour le coup, c'est PFAS. Eh bien, sur les PFAS, on se pose des questions aujourd'hui de biosurveillance, on se pose des questions d'atteinte des sols, de l'air, des santé. Eh bien, utilisons le savoir-faire en matière de recherche et d'impact sur les santé du chlordécone aux Antilles pour regarder comment on doit faire maintenant pour les PFAS dans l'Hexagone. Voilà quelques exemples de l'impact que peut avoir ces questions une seule santé et le travail qu'on va faire ensemble. 2 ou 3 petites remarques au titre de mes anciennes casquettes de directeur général de la santé, de directeur général de l'ARS des Hauts-de-France. Premièrement, les ministères ne croisent pas les compétences. Il faut mettre des médecins au ministère de l'Agriculture et des agriculteurs et des vétérinaires au ministère de la Santé. Voilà, ça c'est concret, c'est des choses concrètes. Ce n'est pas la peine de passer du temps à savoir si oui ou non on va faire une stratégie nationale, une seule santé. C'est du concret, c'est facile, on peut le faire, mais il faut en avoir la volonté. Ça c'est un premier point. Deuxième point, nous n'avons pas assez tiré d'enseignements de la crise Covid dans ce pays. Muriel disait tout à l'heure, les vétérinaires étaient prêts, ils savaient faire des tests, ils étaient prêts à accompagner les éléments relatifs à la crise Covid. Nous n'en avons pas tiré de conséquences. Aujourd'hui, il n'y a pas de perméabilité monde vétérinaire, monde de santé humaine sur ces thèmes-là. Il faut le faire, il faut y aller, c'est indispensable. La prochaine pandémie sera une zoonose. Les précédentes l'ont déjà été. Il est temps de ne plus attendre. Aujourd'hui, Santé publique France, je remercie Santé publique France de travailler avec nous dans cette logique One Health. Et l'ANSES développe un protocole qui s'appelle SAGA. Ça veut dire surveillance active de la grippe aviaire, pour savoir si oui ou non, dans notre pays, on peut surveiller le passage zoonotique de l'influenza aviaire hautement pathogène à l'humain. C'était d'abord un protocole qui a été développé sur quelques territoires nationaux. Maintenant, ça va devenir un protocole national. Ça sera annoncé dans quelques semaines. Et ce protocole national est très, très important. Mais il faut nous donner les moyens que vétérinaires et médecins et tous les professionnels de santé travaillent ensemble. C'est super important. Et avec une collaboration renforcée des agriculteurs. On a besoin de faire cette dynamique une seule santé. Tenons compte des enseignements de la crise Covid. Ça n'a pas été fait en France, je le dis ici. La crise Covid, on est plutôt dans le domaine qu'est-ce qui a été mal fait. Vous voyez, les livres se suivent, les commissions d'enquête se sont suivies. Mais il y a aussi des choses qui ont été super bien faites, ou presque bien faites. Donc, tenons-en des enseignements et avançons de façon résolue. Et enfin, je termine. Ça, c'est ma casquette d'ancien enseignant de l'école Sciences Po. Parler One Health aujourd'hui sans parler Global Health, on manque quelque chose. Je rappelle, et vous le savez tous très bien,
que la menace sanitaire est en Amérique aujourd'hui. Elle s'appelle Donald Trump. Voilà. Et on peut faire tout ce qu'on veut en Europe. Si l'Amérique part dans les fantasmes et les délires qui nous sont racontés, peut-être que ça ne se résoudra pas, eh bien, le Global Health va perturber gravement, ou l'absence de Global Health va perturber gravement le One Health qu'on voudrait mettre en place en Europe. Donc, sachons aujourd'hui que le monde est interdépendant et que tout ce qu'on fait de travers quelque part, ça retombe ailleurs. Dans cet esprit-là, et Emmanuelle Soubeyran, qui était avec nous tout à l'heure, que nous avons rencontré récemment à l'OMS Animal, nous a dit qu'elle souhaitait que se développent en Afrique des centres collaborateurs OMS. Car quand on regarde la cartographie mondiale des centres collaborateurs OMS, c'est-à-dire des centres de référence pour l'OMSA, de capacités diagnostiques et d'intervention pour des pathologies animales, je ne parle que de ça là, dans le monde. La carte de l'Afrique subsaharienne et même assez largement au nord du Sahara est assez vide, pour ne pas dire totalement blanche. Donc il y a un travail de réseau international à monter qui est très très important pour que les centres européens aillent accompagner des centres en développement pour l'Afrique, et notamment, puisqu'il en est question, qu'un centre collaborateur OMS, une seule santé nationale, européen, continue son extension vers l'Afrique de telle sorte qu'on puisse aider ces pays à développer les compétences, le savoir-faire en matière de lutte contre les pathologies animales. Car effectivement, les chauves-souris, chères à Arnaud Fontanet, elles viennent de loin, ou en tout cas les virus qu'elles portent peuvent aller de très très loin, au-delà des frontières qui peuvent être les frontières africaines. Ebola, que j'ai bien connu quand j'étais DGS, en 2014 même, eh bien, Ebola venait de chauves-souris subsahariennes avec des retentissements internationaux qui ont été extrêmement effrayants. Ça n'a pas atteint le niveau qui avait été anticipé par certains, mais c'était quand même extrêmement effrayant. Donc il faut vraiment que l'on développe l'aide de telle sorte qu'on ait des collaborations intenses avec les pays dans le monde entier. Donc pas de One Health sans Global Health. Voilà, je termine par ça. Merci Benoît de ces paroles salutaires et courageuses, parce que dire ce qui peut être amélioré en France, ça requiert une certaine forme de courage. Et reconnaître qu'il y a un certain nombre de choses. Enfin, c'est vrai que quand on entend les déclarations de John Kennedy Jr., je crois, qui va être ministre de la Santé aux États-Unis, on a un peu peur, parce que ça me rappelle un peu le combat qu'on mène avec vaccination et lien social, par exemple, contre les anti-vax. Là, il va falloir qu'on s'attaque aux appareils d'État. Maintenant, ça fait très peur. On va se retrouver avec une descente de la CIA sur nos sites Internet. Ça va être difficile. Mais je crois que tu as tout à fait raison de lancer ce message fort, en particulier sur le fait qu'on n'a pas tiré d'enseignement de la crise Covid et que toutes les bonnes choses qui ont permis de... Parce qu'en fin de compte, on a quand même réussi à la juguler, cette crise. Toutes les bonnes choses qui ont été permises ont souvent été de manière dérogatoire. Et que cette fenêtre de tir de la dérogation par rapport à un certain nombre de comportements, comme vous le disiez Muriel, qui sont des comportements de blocage réglementaire, à l'heure actuelle, cette fenêtre de tir est complètement refermée et on se retrouve avec les usages d'avant. C'est même pas des usages transformés, c'est des usages d'avant la crise de la Covid. Alors, on a le temps pour quelques questions. Qui est-ce qui veut poser des questions? Vous levez le doigt et vous vous présentez et vous dites en quelle qualité vous parlez. Alors, il y a un micro qui est là. Mais normalement, on devrait avoir des Niléens qui... Merci beaucoup Yasmane pour votre intervention. Oui, merci. Casimiro Vizzini, je suis responsable des relations institutionnelles à la fondation One Sustainable Health for All. Je voulais vous demander, l'événement plus important récemment, les virologues dénoncent le passage du virus H5N1 aux bovins.
Et malheureusement, l'administration Biden, et c'est aux États-Unis, et c'est relativement aussi à la dernière remarque, n'a pas bien géré ça. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre et de ce passage important, et surtout, c'est l'Europe en train de faire quelque chose pour éviter que ça devienne un nouvel problème pour la sécurité alimentaire et la santé publique. Merci. Donc moi, je peux vous dire juste pour la recherche, en fait, ce qui est fait, c'est que, Benoît vous expliquera certainement ce qu'on sait des mécanismes, comment en fait ce virus est arrivé chez les bovins, mais effectivement, et c'est assez spécifique voilà, des pratiques, on va dire, américaines. Donc, mais tout à fait, ça pourrait aussi arriver en Europe pour les bovins ou pour d'autres espèces, hein, vu en fait la proximité, les gens enfin, les gens qui se promènent, etc., les animaux sauvages, enfin, on peut tout imaginer. Donc effectivement, il y a des travaux vraiment qui sont menés pour comprendre en fait les facteurs qui vont influencer à la fois ces changements d'espèces, ces sauts de barrières d'espèces, on appelle ça. Donc on a des programmes en ce moment qui sont tenus, qui sont voilà, à la fois nationaux mais également internationaux. Donc à la fois pour comprendre et puis pour identifier qu'est-ce qu'il faut surveiller en fait? Quels sont les virus qui sont les plus à risque de muter et de passer chez d'autres espèces? Donc si on connaît les pratiques qui vont favoriser ces sauts d'espèces et puis les virus qui sont les plus à risque, eh bien on peut surveiller, on peut prévenir et surveiller. Et c'est vraiment un petit peu ce qu'il faut faire, hein, c'est vraiment la prévention et la surveillance. Enfin à mon avis c'est vraiment sur ça qu'il faut vraiment ciblé. Mais... Oui, merci beaucoup. Donc, peut-être quelques éléments complémentaires. La première, c'est que le passage entre les animaux vient d'abord de manque d'application des mesures dites de biosécurité. Pour la santé humaine, ça a été ce qu'on a appelé les gestes barrières pendant la crise Covid. Et le passage de l'animal à l'homme ou à la vache, là en l'occurrence pour les USA, c'est des modifications du virus et donc des modifications génomiques qui font que le virus devient adapté à un nouveau type d'arbre respiratoire, puisque ce sont des pathogènes qui atteignent surtout l'arbre respiratoire, d'ailleurs à différents niveaux de l'arbre respiratoire, ce qui amène à la gravité variable de la pathologie. Par exemple, le Covid, au départ, a eu une attaque qui était très profonde dans l'arbre respiratoire et touchait notamment l'appareil plus proche des alvéoles et donc donnait des tableaux de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et les mutations l'ont amené à être moins pathogène et affecter surtout la partie haute de l'arbre respiratoire et donc se transformer en affection rhinopharyngée de gravité beaucoup moindre. Ça peut aller évidemment dans l'autre sens et avoir une aggravation qui se fasse de l'évolution du pathogène. Mais pour passer la barrière d'espèce, il faut que le virus s'adapte à un autre type de récepteur sur l'hôte qui le reçoit. Et donc, effectivement, nos travaux de recherche, à l'ANSES en l'occurrence, regardent ces mutations au travers d'analyses génomiques et du séquençage qui est fait de ces virus. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que plus le virus se multiplie, plus les chances augmentent sur le plan statistique qu'il mute, et donc qu'il puisse passer la barrière d'espèce. Et c'est là aussi, dans le cas de mutation, mais Arnaud sera mieux placé que moi pour détailler ça, qu'il peut aussi se mélanger avec d'autres types de virus. Et donc la terreur extrême, c'est que le H5N1 fusionne ou se mute avec, ou se chimérise, je ne sais pas comment on dit, se recombine avec le H1N1 et que ça devienne un virus hautement pathogène pour l'humain et que ça passe d'humain à humain. Pour l'instant, les cas observés au niveau des États-Unis ne semblent pas montrer un passage interhumain, donc ça reste de la contamination de proximité entre, d'une part, les vaches et les avicoles, mais aussi pour les quelques humains qui ont été concernés récemment, et donc ça minimise les risques. Mais il faut toujours se placer en matière de sécurité sanitaire pour un risque maximal, de telle sorte qu'on puisse anticiper correctement.
Les animaux de périmètre domestiques, comme les chats par exemple, peuvent être aussi des facteurs de transmission. Pas forcément parce qu'ils vont boire du lait qui serait contaminé par le virus, mais parce qu'ils le reniflent simplement, et donc le virus circule dans leur arbre respiratoire et peut être ensuite disséminé à distance. Voilà, donc c'est un certain nombre d'éléments qui amènent à bien comprendre le passage entre les différents hôtes, qui doit permettre ensuite de mettre en place des règles pour protéger. Un point très intéressant qui n'est pas bien pour l'instant documenté, donc je reste relativement évasif, mais il semblerait que le vaccin développé pour les espèces avicoles fonctionne très bien chez la vache. Et donc il peut y avoir des perspectives du point de vue industriel de se lancer vers une vaccination qui touche pas seulement les espèces avicoles comme ça a été pour l'instant en France, mais d'autres espèces qui seraient des cibles pour ce virus H5N1. Enfin, et pour terminer, c'est l'importance du protocole SAGA dont je parlais tout à l'heure, qui est de développer un savoir-faire combiné du monde vétérinaire, de la santé humaine et des agriculteurs pour faire de la surveillance renforcée et identifier le plus précocement possible les cas qui apparaissent pour pouvoir les circonscrire, amener les éléments de biosécurité le cas échéant, et puis pourquoi pas de vaccination qui peut être une vaccination d'abord en anneau pour éviter la diffusion avant de se disséminer à une population complète. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais peut-être Arnaud, tu veux compléter, ouais. Je vais juste rajouter quelques éléments. D'abord, je pense que le plus important, c'est d'agir à l'interface animal-homme. Hein, et entre animaux, c'est là qu'il faut le prévenir. Hein, et c'est toute la leçon en fait, de cette réunion d'aujourd'hui, hein, de déplacer le sujet de ce que je peux vous raconter qu'on envisage chez l'homme, d'abord à empêcher l'émergence, c'est le plus important. Il y a dans les éléments qu'on peut citer, dans la surveillance, je pense qu'il y a par exemple des enquêtes qui ont été faites aux États-Unis, détection d'anticorps anti-H5N1 chez les fermiers au contact des vaches laitières, 7% positifs. Ce qui montre quand même qu'il y a un passage. Heureusement, pas de transmission interhumaine. Des formes bénignes pour le clade qui touche les vaches laitières avec seulement des conjonctivites. Les formes très sévères qu'on a vues, c'est un autre clade qui fait partie de la même famille du H5N1 qui, depuis 2 ans, circule de façon beaucoup plus active et touche les mammifères. Mais il n'empêche qu'on peut redouter qu'à la faveur de mutations, le virus puisse devenir transmissible d'homme à homme. Et en termes de sévérité, c'est très difficile de prédire ce qui peut se passer, y compris s'il y a des recombinaisons, comme les citait Benoît. Dans la surveillance, je pense qu'il est très important aussi, c'est d'avoir une surveillance en place. Les eaux usées peuvent être utiles. Ce qui est difficile, c'est qu'elles ne peuvent pas distinguer ce qui vient du monde animal et de l'homme, mais on peut détecter quand même la circulation d'H5N1, et c'est déjà arrivé aux États-Unis grâce aux eaux usées. C'est un outil supplémentaire qui est vraiment important de garder en tête. On peut également... Après, je pense que c'est une question de sensibilisation. Il faut que les services hospitaliers français sachent que s'ils ont un patient qui arrive avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui pense à des formes graves de grippe aviaire, hein, puisqu'on a eu des cas très graves aux États-Unis récemment, il faut avoir des stocks. Hein. Il faut envisager, préparer dès maintenant toutes les questions et les polémiques que vous entendez aujourd'hui sur les stocks de matériel de protection. Eh bien, il faut aujourd'hui qu'on regarde ce qu'on a en cas d'une survenue d'une pandémie de grippe aviaire pour qu'on soit sûr qu'on ait de quoi protéger le personnel hospitalier et au-delà. Et puis, on travaille aujourd'hui sur... Il y a des antiviraux, hein, il y a d'autres antiviraux qui sont maintenant disponibles au-delà du Tamiflu qu'on utilisait auparavant. Il y a des vaccins qui peuvent être utilisés chez l'homme. Il y a des pays scandinaves qui ont déjà fait des stocks de vaccins importants qu'on pourra utiliser de façon privilégiée chez des populations au contact des animaux, mais qu'on pourrait aussi aller au-delà. Et puis, on a dit beaucoup de mal de Donald Trump et je partage beaucoup des inquiétudes qui ont été exprimées. Mais sachez hier quand même que 500 milliards de dollars ont été donnés à Moderna pour développer un vaccin ARN messager H5N1. Donc là, on voit encore qu'on ne boxe plus du tout dans les mêmes catégories, mais qu'il y a, voilà, il faut aussi, il y a des vaccins qui sont actuellement heureusement, on sait faire des vaccins contre la grippe de façon assez traditionnelle. On va être limité par les stocks quand même pour la production. C'est une production assez particulière des vaccins contre la grippe. Et il faut garder en tête que même si on sait faire des vaccins, la montée en échelle d'un vaccin pour pouvoir couvrir des populations telles qu'on en aurait besoin en cas de démarrage de pandémie, c'est quelque chose qui prend 3 à 6 mois. Donc on va avoir quand même, si ce virus commence à circuler, à faire face à une première vague. J'espère qu'il s'agira d'infections bénignes, si ça devait arriver. J'espère que ça n'arrivera pas du tout.
Mais ne pas croire quand même que la solution biomédicale va nous tirer de là. Il y aura de toute façon un délai avant qu'on ait des stocks suffisants, que ce soit des antiviraux ou des vaccins, si on devait faire face à une vague pandémique. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que cette épidémie-là, on l'attend presque. On est quand même, je trouve, plutôt préparé, quoi. Il me semble. Mais on n'est jamais au top, c'est clair. Mais franchement, en tout cas, vraiment par rapport à avant le Covid, on se connaît. Il y a des projets. Enfin voilà, le réseau, je sais pas comment ça s'appelle, Saga, c'est quand même incroyable. Ça aurait pas pu exister il y a 5 ou 10 ans de ça. Enfin voilà, moi je trouve que on est quand même beaucoup mieux préparé qu'il y a 10 ans. Et que voilà, ce qui peut faire peur, c'est une épidémie qu'on n'aurait même pas imaginée. Ça peut, enfin, c'est le fameux pathogène X qui arrive de je ne sais où. Et bon, voilà. Mais franchement, pour la grippe, alors on peut être complètement dépassé à un moment donné, peut-être, mais quand même, on surveille, on est, voilà. C'était juste un peu pour rassurer. Non, mais cette parole rassurante est importante. Elle ne doit pas nous empêcher de continuer à vouloir plus travailler ensemble et renforcer nos collaborations. C'est vrai que cette table ronde et le fait qu'elle se tienne, je le redis, à l'Académie de l'Agriculture est un très bon signe. L'animation qu'en fait Neil et puis toutes les démarches Une Seule Santé qui sont nationales, et je pense que Benoît Méribel il reviendra tout à l'heure parce que c'est un acteur très important de cette thématique au niveau national et international. Donc on est dans un élan, mais voilà, on est aussi dans un moment où les moyens donnés à la recherche sont contraints. On a des enjeux nationaux sur le plan financier et budgétaire, et donc il faut qu'on fasse attention que nos choix, que les choix qu'on pourrait faire de travailler ensemble ne soient pas abîmés par des éléments qui viendraient de façon intercurrente. C'est pour ça que l'idée qu'on puisse porter entre agences de programme une vision commune, une seule santé, qu'éventuellement d'ailleurs ce programme de recherche Une Seule Santé soit le nouveau volet de la future stratégie nationale Une Seule Santé, qui pourrait être un événement qui suivrait l'évolution de tout ce qui a concerné le programme national santé-environnement. Il a été fait référence au programme régional santé-environnement et j'abonde aussi sur la dynamique régionale et territoriale de ces actions-là. Mais c'est vrai que cette logique-là me semble vraiment pertinente et est en train de s'amorcer. Donc, soyons volontaires, travaillons ensemble et donnons des suites à des événements comme celui-là, c'est très important. Oui, on a encore une question, ce sera la dernière, puis après on passera justement la parole à Benoît Méribel et à Anne-Cécile Violent qui vient de nous rejoindre. Je vais essayer de faire très vite. Docteur Sophie Bauer, je suis présidente du syndicat des médecins libéraux. D'abord, un bref témoignage. Nous avons engagé un programme One Health, nous, au niveau départemental, dans nos départements, et nous sommes présents à peu près partout. C'est-à-dire que nous sommes en collaboration avec le syndicat des vétérinaires libéraux. Et donc, nous faisons des formations en commun et nous essayons de mettre en place progressivement des petits systèmes d'alerte entre nous qui nous permettent de faire remonter des infos en cas de problème plus rapidement vers l'ARS. Alors ça, moi, j'en ai tiré l'expérience parce que chez moi, en forêt de Fontainebleau, on a eu les chenilles processionnaires. Donc les chats ont été d'abord atteints et donc les vétos ont été débordés. Le week-end suivant, on est tous allés gambader en famille. Et donc, c'est les cabinets médicaux qui étaient débordés le dimanche soir et le lundi. Donc c'est vraiment la preuve par l'absurde, si je peux dire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et on aurait pu éviter beaucoup de soucis. Alors, moi, j'ai quand même une question. Donc, d'une part, vous dites la leptospirose. Nous, on voit quand même de plus en plus de leptospirose. Alors, c'était pas classique, ou du moins pour nous, ça l'était pas chez les jardiniers paysagistes. Donc, je sais pas trop comment ils se contaminent, mais on voit ça monter quand même. Donc, je pense qu'il faut qu'on y pense quand on voit des gens qui font ce métier-là. Et puis, j'ai une question qui est pas directement du One Health, mais quand même, qui est le problème des nanoplastiques. Parce que ces fameux nanoplastiques passent les barrières placentaires et cérébrales, et on a l'impression aussi que ça perturbe fortement tout ce qui est immunité. Donc, est-ce que ça aussi, ça va devenir un problème qui risque de vraiment nous impacter dans les années à venir?
Et puis là, effectivement, on ne sait pas trop comment sont préservés parce qu'on a l'impression qu'ils sont de plus en plus ubiquitaires. Merci pour votre excellente question et merci pour la remarque faite pour votre lien avec votre ARS. Les agences régionales de santé commencent à développer des actions ou des réflexions Une Seule Santé. Donc, j'espère qu'il y aura effectivement la possibilité d'incrémenter des éléments forts par rapport à ça. Donc, juste pour dire que sur les microplastiques, sur lequel d'ailleurs un des laboratoires de recherche de l'ANSES qui est à Boulogne travaille de façon extrêmement importante aujourd'hui, les microplastiques, les métaux lourds, les PFAS, les pesticides et autres substances chimiques sont tout autour dans nos milieux et sont en nous. C'est-à-dire que si je faisais un échantillonnage parmi vous tous de ça, on va en trouver chez vous tous. L'ANSES a rendu un avis sur le lait maternel très récemment, sur des premiers travaux qui ont été faits, qui s'appellent compte à lait, donc pour regarder quelle était l'importance de la présence des intrants dans le lait. Il y en a, et ce n'est pas une surprise. Ce qu'il faut qu'on change, c'est deux choses. La première, c'est de penser que parce que en matière de biosurveillance, on trouverait des intrants, alors on est cuit. Ça, c'est un point sur lequel il faut qu'on sorte de cette psychose, parce qu'en réalité, on vit dans un monde ultra pollué. D'ailleurs, honnêtement, au 19e siècle, quand vous regardez le pays d'où je viens, qui était les Hauts-de-France, décrit par Marguerite Yourcenar, vous n'avez pas envie d'y vivre. Et c'était probablement super pollué. D'ailleurs, on voit que la qualité de l'air a plutôt eu tendance, depuis des années, à s'améliorer au niveau français. Donc, premièrement, nous sommes pollués, nous le resterons, et donc sortons de l'idée que parce qu'on est pollué, on est mort. Ce qui ne veut pas dire que pour autant, on ne s'en intéresse pas et qu'on ne se pose pas de questions. Mais je reviens sur l'idée des big data. Tant qu'on ne mesurera pas, alors c'est commencé, hein, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas fait et qu'il faut s'y mettre, mais je faisais référence au Green Data Forest, je faisais référence à tous les travaux que mène le CGDD pour animer des communautés de chercheurs qui croisent les données de santé humaine, pas encore trop animales, et les données d'exposition. Donc ça, c'est lancé, les gens travaillent, et donc on aura les méthodos, le savoir-faire pour appréhender les questions. Mais il va falloir que ça se fasse au niveau massif national. Pas forcément la biosurveillance, mais en tout cas la géolocalisation des risques et les évolutions épidémiologiques. Ça, c'est hyper important, parce que c'est une chose de dire « Ah, tous ces pesticides nous rendent malades », c'est une autre que de démontrer que ce n'est pas le cas, ou que c'est le cas. Et ça change beaucoup, vous voyez. Mais pour ça, il faut être transparent, il faut assumer l'idée qu'ensemble, on mesure. Et quand on me disait en Hauts-de-France « Ah, il y a des métabolites de pesticides partout », notamment la chloridazone utilisée par la culture de la betterave intensive pendant plus de 20 ans dans cette région. Et donc c'est foutu, on n'a plus d'eau, etc. Ben non, c'est pas si simple que ça. D'abord, pourquoi est-ce qu'on sait qu'il y a des métabolites de pesticides? Parce qu'on les mesure. Avant, on ne le mesurait pas, vous voyez. La chloridazone, on ne la mesurait pas. Aujourd'hui, on n'a pas la chloridazone, mais on a les métabolites. Mais on les mesure. Et d'ailleurs, on est plutôt dans des limites qui sont des limites dites de détection, ce qui qualifie la qualité de l'eau, mais pas le côté sanitaire. Pour le côté sanitaire, il faut savoir si oui ou non il y a un impact chez les gens. Et donc ça se mesure. D'où l'importance d'un collectif national et international, parce que cette dynamique, elle est développée aussi au niveau européen, et le gros programme PARC qu'a lancé l'ANSES et qu'il coordonne pour 200 partenaires au niveau européen, regarde ces éléments de biosurveillance et les impacts sanitaires. On le fait avec Santé publique France une fois de plus dans ce cadre-là. Il faut que ça se fasse, ça se mesure, et qu'objectivement, on le fasse ensemble. Je dois rencontrer Arnaud Rousseau le 30 janvier, je vais lui dire « Monsieur le Président, assumez l'idée qu'on mesure ce qui est produit en matière d'envoi de pesticides dans les champs pour vos propres agriculteurs, dont la santé d'ailleurs n'est pas inquiétante, il faut le dire, c'est très important parce que c'est surveillé de très près, mais aussi pour les riverains et puis la population en général, parce que vous en avez qui sont extrêmement volatiles. Mais ce qui est vrai de ce type de produit est vrai aussi des perfluoroalkylés dont on parlait tout à l'heure et de tas d'autres. Donc assumons l'idée qu'on mesure ensemble, c'est le deuxième point très important. Donc sortir de la psychose et assumer de mesurer pour être réaliste ensemble et éviter qu'on raconte tout et n'importe quoi. Voilà. Juste un petit complément à ça, parce que nous, on ne travaille pas au niveau de CIRAD sur le microplastique, mais des questions de pollution et donc les impacts sur la santé humaine, c'est une question sur laquelle on travaille à travers des approches agricoles, mais on travaille au niveau international, mais vraiment, et notamment dans le pays du Sud. Et ce qu'on oublie, ça veut dire que c'est bien, big data, on mesure en France, on mesure en Europe, mais on ne mesure pas en Afrique, ni en Asie, ni en Amérique latine. Et nos consommations et nos activités ont un impact sur ces pays-là.
Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on doit être attentif et donc aussi mettre les ressources dessus pour appuyer ces pays-là de nous aider, mais aussi de construire leur capacité de mesurer ces impacts-là aussi et de prendre en compte les impacts sur la santé humaine de ces populations. Et voilà, ça c'est notre rôle, étant CIRAD par exemple, et aussi l'IRD. Mais voilà, on doit, et donc pour cela, on a besoin de collaborer avec le partenaire sur le territoire français, mais aussi vraiment avec le partenaire international, et notamment dans les zones qui sont un petit peu moins économiquement développées que la France ou l'Europe. Voilà. Mais peut-être que je pourrais répondre pour la leptospirose. Oui, oui, tout à fait, Muriel. Oui. Non, mais peut-être après, parce que l'heure tourne. Hein, après, j'y répondrai. D'accord, j'ai compris. On n'a pas le temps de prendre une autre question, je suis désolé. Il faut qu'on passe maintenant à la troisième table ronde, qui est plus une discussion entre nous. Et vraiment, je vous remercie vraiment de votre participation. J'apprécie, on apprécie chez Neil le fait que la langue de bois, ça n'existe pas. Et là, aujourd'hui, on a une belle leçon d'anti-langue de bois. Donc vraiment, merci à vous. Je crois qu'il faut dire les choses, il faut qu'on les partage, il faut qu'on co-construise. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des exemples réels et concrets de collaboration qui existent entre vos différents instituts. Je pense que pour le citoyen, c'est très rassurant. Donc il faut qu'on puisse communiquer là-dessus. Et justement, peut-être que nos députés utilement réutiliser ces informations pour rassurer les populations et pour qu'on ne reste pas dans un catastrophisme qui bloque tout, en fin de compte. Parce que c'est vrai que s'il faut qu'on soit complètement dépollué et totalement clean, entre guillemets, pour commencer à travailler ou à faire quelque chose, on n'y arrivera jamais. Hein. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas.